Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Camille, bienvenue. Merci d'être avec nous au podcast Histoire de reconversion. Bonjour, écoute, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis super contente d'échanger avec toi. Bah oui, moi aussi, j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens et où tu es. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je m'appelle Camille, je vais sur mes 30 ans et je suis community manager et consultante marketing. Donc, j'accompagne les entreprises soit sur l'aspect stratégique, soit sur l'aspect gestion de communication. Ok, super. Bon, tu auras l'occasion de nous expliquer un peu plus en Voilà. profondeur dans la suite du podcast. Mais qu'est-ce que tu faisais avant cette activité-là? Beaucoup de choses. Ouais. J'ai commencé, je vais faire court, mais j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que monitrice d'équitation. J'ai bifurqué sur l'ouverture d'une cave à vin en ligne. Et de Ok. ma cave à vin en ligne, j'ai bifurqué sur le marketing général et le community management. Ok, ouais, donc ça fait quand même trois métiers assez différents. Et qu'est-ce qui a fait que tu avais choisi cette première carrière dans l'équitation? Un rêve de petite fille, j'ai commencé l'équitation il y a 20 ans et j'ai toujours voulu enseigner ce sport et cette relation avec l'animal parce que du coup je suis fan d'animaux, j'ai des animaux partout chez moi, hein, vous allez le voir en vidéo, il y a des petits chiens qui se baladent. Mais voilà, c'était un rêve de petite fille que j'ai voulu réaliser. Et une fois que tu l'as réalisé, comment tu te sentais? C'était bien, sauf que pour monter au niveau au-dessus, fallait que je passe un autre diplôme. Ok, Et puis, pour passer ce diplôme, en fait, j'ai eu un accident à cheval au ah, passage de l'examen, ce qui d'accord. fait que je n'ai pas pu avoir l'examen, donc je n'ai pas pu monter de niveau et surtout, je n'ai plus eu envie de le faire suite à cet accident. Mais Donc, tu aurais pu physiquement le faire, l'accident il a pas été, il t'a pas arrêté dans ta lancée, tu aurais pu continuer, mais c'est toi qui as décidé de j'aurais pas continuer. j'aurais pu, mais Ok. j'ai pas voulu parce que du coup, moi, c'était pour rentrer dans cette formation, pour rentrer avec ce niveau supérieur, il fallait que je passe cet examen-là. Mhm. C'était obligé. Et du coup, je me suis retrouvée sans rien. Et pour rester dans l'entreprise où j'étais, j'ai bifurqué en fait sur un BTS de gestion d'entreprise agricole Ok, pour continuer quand même à enseigner l'équitation et apprendre la gestion d'un centre équestre. ok. Donc Voilà. t'as trouvé une bifurcation, Ouais. mais pour rester dans la même voie qui était ce rêve-là que tu avais et que tu voulais pour le moment continuer à évoluer dans ce milieu-là. C'est ça. Donc j'ai continué à enseigner encore pendant mes 2 ans de BTS au niveau inférieur, donc le niveau que j'avais déjà acquis. Et pendant ce BTS-là, j'ai dû faire un stage dans une autre exploitation agricole et comme je vis à côté de Bandol, dans le sud de la France, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le domaine viticole. J'ai fait mon stage de 6 semaines alors que j'y connaissais rien du Ok. tout. Je savais même pas ce que c'était un cépage. Et puis, pendant 6 semaines, en fait, j'ai tout appris. Donc, du travail de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'à la vente du vin. Et j'ai dit, waouh! Et là, j'ai découvert une nouvelle passion. J'ai dit, de toute façon, maintenant, dans l'équitation, je pourrais pas aller plus loin. Ouais. Donc, ça sert à rien que je continue. J'ai passé mon BTS agricole et puis, je me suis lancée après, dans le vin, directement. Finalement, c'est pendant le BTS où tu étais à la fois toujours monitrice d'équitation et à la fois tu découvrais d'autres univers dans l'agriculture que t'as pris cette nouvelle voie vers le vin, du coup. C'est ça. En fait, pendant mes 2 ans de BTS, j'enseignais pendant mes semaines en entreprise. Je faisais pas que l'enseignement, hein. Après, je faisais toute la gestion du centre et tout. Et puis, le week-end, je travaillais en restauration pour arrondir les fins de mois parce que j'avais quand même un salaire d'apprenti et c'était quand même assez tard. J'avais 24, 25 ans. Donc, j'avais quand Ouais. même aussi besoin de ce travail en plus. Et puis il y a des semaines où j'étais à l'école
puisque c'était un apprentissage. Mhm. Et mes semaines où j'étais censée être en vacances, je faisais aussi mon stage. Donc, je m'arrêtais pas, en fait. J'ai énormément bossé pendant ces 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu parmi tout ce que tu as pu faire pendant ces 2 ans? Puis, tout ce qui touchait au vin et surtout à la vente du vin. Ok. Pas forcément le travail de la vigne, c'était pas trop mon truc. Même à l'école, c'est vrai que tout ce qui touche à la terre, l'agronomie, c'était vraiment pas mes meilleures parties. Et en fait, tout ce qui comprenait la mise en bouteille, l'étiquetage, la conception des étiquettes, marketing et Mhm. vente et échange à propos du vin avec les clients, ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Trop bien, donc c'est ça, c'est un peu la route que tu as tracée et qui t'a amené vers, en finalité, le marketing. Mais bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, tu termines ton BTS, tu arrêtes, côté équitation et tu lances une cave à vin en ligne. Ouais, c'est ça. J'ai mon BTS, je pense par miracle, parce que c'était en 2020, donc l'année du Ouais, Covid. Donc c'est vrai que tous les examens ont été raccourcis ouais. et il y a plein d'épreuves qu'on n'a pas passées. Et heureusement parce que je suis pas sûre que je l'aurais eu à ce moment-là. Comme je te disais, par rapport à l'agronomie, à toutes ces matières qui me plaisaient pas trop. Du coup, j'ai eu mon BTS. Oh, tu l'as quand J'ai même eu, hein, et tu peux Ah être, oui, je l'ai fière eu. de toi. J'ai un BTS de gestion d'entreprise agricole, puisque de toute façon, tout le côté gestion, ça, il y avait aucun souci. Je l'ai eu grâce à ça. Et puis, mon contrat donc se terminait en juillet 2020 au centre équestre. Moi, j'ai continué la restauration et j'ai voulu me lancer dans un CQP vendeur caviste pour pouvoir pour pouvoir en apprendre un petit peu plus Mhm. et vendre du vin toujours en apprentissage. Sauf que bah en 2020, je n'ai trouvé aucun patron. OK. C'est la première fois de ma vie que je ne trouvais pas d'emploi. Ça m'a beaucoup frustrée. Il y a Ouais, personne qui j'imagine. voulait me prendre et du coup bah je ne pouvais pas accéder à la formation. Donc bah je savais pas trop quoi faire. J'avais toujours mon emploi en restauration et c'est comme ça que j'ai utilisé mon compte CPF pour me former toute seule. OK, tu as trouvé une formation, où il y avait Ouais, pas besoin d'apprentissage, d'alternance? c'est ça. OK. Exactement. Donc bah j'ai fait, j'ai bossé. Je recevais des coffrets avec des petites vignottes de vin pour faire les dégustations. J'avais toutes mes petites fiches et tout. On avait des cours en ligne. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et puis, j'ai dit, bah voilà, bah, j'ai pas trouvé d'emploi dans ce milieu. Il y a des gens qui n'ont pas été très sympas aussi pendant Mmh. ma recherche. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pareil, on a eu un autre confinement, donc les restaurants fermés. Donc, j'ai travaillé avec ma maman. Et puis, ma Mais tu maman a avais quand vendu. même en tête de travailler dans le vin. Ça restait, Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était ça. C'était, je voulais OK. bosser dans le vin. Et puis, bah, c'était surtout, bah, personne veut me faire bosser. Bah, je vais faire ma place. Je vais bosser toute seule. Donc, ma maman a vendu son entreprise. Et à partir de là, eh ben, je me suis dit, je vais ouvrir ma cave à vin. Donc, ma maman a un petit peu investi une petite partie de la vente dans cette cave pour que j'ai pas besoin de faire de crédit à la Trop banque. bien. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Je me suis éclatée, enfin toute la gestion du projet, c'était génial. Et comment tu fais concrètement pour faire une cave à vin en ligne? Ça m'intrigue. Comment ça se Bah, passe? en fait, c'est tout simplement, c'est un site de e-commerce. Ouais, Donc, bah, il faut ouvrir une entreprise, il faut trouver des fournisseurs. ouais. Et voilà, moi, je voulais pas avoir un catalogue où tu trouves n'importe quel vin, les vins que tu peux trouver partout, que ce soit en Mmh. grande surface ou sur leur site. Moi, je suis allée chercher des tout petits vignerons qui vendaient des vins uniquement autour de chez eux. Et moi, le but, c'était de pouvoir développer en fait leur vente à eux de partout en France OK, et trop bien. proposer des coffrets avec que des produits régionaux. Donc sur mon site, tu avais une carte de France, tu choisissais ta région. En fonction de la région, tu avais tous les produits de telle région qui étaient Mmh. fabriqués à tel endroit, et notamment le vin. Tu permettais à des personnes qui étaient pas, localement à côté, situées à côté, de quand même pouvoir, bénéficier du terroir et des choses fabriquées en France, purement françaises, quoi. C'est ça, quelqu'un à Paris pouvait se prendre son coffret de produits uniquement fabriqués dans le Languedoc, avec une bouteille de vin qu'il n'aurait jamais trouvé autour de chez Ouais, lui. C'était ça. trop bien. Le projet, c'était ça, ouais. Bah, c'est une super idée donc bon, comment ça s'est passé dans les faits, au final?
Et ben dans les faits, jusqu'à l'ouverture du site et même encore un petit peu après, et bah forcément c'était ma première entreprise, c'était à moi. Donc moi j'ai quand même deux parents entrepreneurs, donc je sais ce Mhm. que c'est, j'ai toujours baigné là-dedans. Mais là c'était à moi, c'était mon projet, c'était mon enfant à moi. Et puis c'est passé. Alors j'ai eu des soucis administratifs suite au bug des sites internet de création d'entreprise. Ok. Donc alors j'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que j'ai pas assez de connaissances au niveau des termes techniques et tout ça. Mais en tout cas ça m'a causé beaucoup de problèmes. La créa d'entreprise, quoi. Où t'as eu, Ouais, au où il y a eu... niveau de la créa, mais du coup, c'était après, parce que d'une auto-entreprise, je suis passée à une SARL. Ouais. Je me suis retrouvée à devoir payer des charges Mm. plus hautes que mon chiffre d'affaires au bout d'un mois d'ouverture du site. Enfin, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et T'étais puis, accompagnée là par quelqu'un qui s'y connaissait peut-être mieux? Ou t'as tout fait seule? j'avais un comptable Ok. qui, à mon sens, ne m'a pas aiguillée de la bonne manière. Moi, je pense qu'il n'a pas été assez présent pour moi. Puis j'avais ma maman aussi Mhm. qui a eu qui était chef d'entreprise pendant 35 ans. Elle avait quoi comme entreprise, sa maman? Alors elle a eu des restaurants et puis dernièrement, c'était une entreprise de portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Ok. Ce qu'elle a revendu, du coup. Elle a revendu, ouais, c'est Ok. ça. Elle a eu cette entreprise pendant 17 ans. Donc voilà, j'étais quand même Mm. entourée de personnes qui savaient un petit peu comment gérer une entreprise, mais par contre, voilà, c'est vrai que le côté administratif, il y avait vraiment que le comptable pour m'aider. Mhm. Et je pense qu'il a pas, moi, à mon sens, il a pas été assez franc avec moi. Et du coup, c'est parti un petit peu dans tous les sens au niveau administratif. Et puis, petit à petit, bon, bah voilà, mon site est ouvert. J'ai pris un local parce que j'ai voulu tout faire dans les règles après avoir appelé les douanes et tout. Il me fallait absolument un local avec pignon sur rue pour que si la douane venait contrôler, il devait pas passer dans un chemin privé. Enfin, je me suis retrouvée avec des charges Ouais. énormes alors que ça faisait à peine un mois que j'avais ouvert. Ouais, et puis si tu lances une boutique en ligne, c'est pas pour avoir boutique dans Moi, la à rue. la base, le projet, c'était de tout stocker chez moi. Et puis non, Mm. j'avais pas le droit de stocker du vin chez Ouais. moi. Ok. Et puis donc, je me suis retrouvée à payer et les charges, les cotisations sociales d'une SARL, alors que j'étais toute seule, et un loyer et une assurance, un Et puis téléphone, une box internet, les le fournisseurs aussi? site, et payer les fournisseurs parce que je Mm. voulais pas être un transit. Je voulais pas que les gens achètent sur mon site et que ce soit les vignerons qui envoient parce que justement, eux, ils voulaient pas le faire. Donc c'est Mm. moi, j'avais tout mon stock, j'ai acheté tout mon stock. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début ça a été compliqué. Après, j'ai fait plein d'erreurs. Hein. J'aurais pu faire une cagnotte de départ avant d'acheter mon stock pour avoir une première trésorerie. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre en place et que j'ai pas fait, parce que je le sais. C'est aussi en testant qu'on apprend, finalement. Bien sûr, c'était ma première entreprise, donc c'est vrai que il y a plein de choses. Si j'avais su, je savais très bien qu'en fait que les douanes elles m'auraient jamais contrôlé la première année. Donc je Mm. pouvais passer un an à garder mon vin chez moi, le temps de me lancer et prendre un local par la suite. Mais non, j'ai voulu tout faire dans Ouais. les règles et ça même ma mère elle me l'a dit. Elle me dit honnêtement, t'as voulu être honnête. Elle me dit c'est bien, hein. Elle me dit je t'ai bien élevé. Mais le problème c'est que au bout de 4 mois, j'ai dit au local désolé, hein, je peux pas garder et je me suis retrouvée à finalement tout stocker chez moi et je me suis retrouvée surtout à ne faire que des cartons, à emballer des cartons et à les Mm. envoyer. Mon métier en Et fait oui. c'était ça. Là, c'est sûr que t'as pas la relation client. C'est des commandes en ligne où du coup, toi, t'es pas en lien direct avec les clients, quoi. C'est ça. Donc en fait le projet était génial, mais finalement le métier après je m'ennuyais trop. Je m'ennuyais Avec vraiment. ta cave physique, ta boutique en présentiel, il n'y avait pas possibilité de faire les deux, d'être dans ta boutique et de vendre à des clients que tu vois et de faire la vente en ligne? Déjà, j'avais pas assez de stock pour vraiment Mm. prétendre à Ouais. être une boutique, mais surtout l'endroit, la localisation du local était vraiment pas idéale pour Mm. dire je vais parce que je faisais du click and collect, hein, donc j'avais des gens qui venaient, Ok. mais ils venaient parce qu'ils savaient où était le local, parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà fait une commande. Je pouvais pas avoir un panneau dans la rue, il y avait pas de passage, c'était dans un petit village perché. Ouais, puis j'imagine que les locaux qui sont mieux placés, ils sont beaucoup plus chers. Oui. Après, c'est pas le village le plus touristique non plus.
Mhm. Donc même dans ce village, c'est que les locaux, les personnes qui vivent sur place, et il y a tous les domaines de vin autour. Bon c'est pas moi à moi qui penserait en premier pour acheter du vin. Bah, en tout cas, au début, s'ils te connaissent pas trop, après, ça aurait pu sur le long terme, mais Ça aurait pu par rapport au projet, les coffrets et tout, mais c'est vrai que j'avais pas la visibilité. Personne savait que j'étais là. Il y avait s'il y a 4 personnes qui passaient dans la rue dans la journée, c'était le bout du monde. et du coup, à quel moment ou quel a été le déclencheur où tu t'es dit là, j'arrête ça, faut que je fasse autre chose. Une potentielle arnaque de 10 000 euros. Ok, tu veux nous en parler? Ouais, bien sûr. Bien sûr, si ça peut permettre de mettre en garde des personnes, oui, je vais en parler. Déjà, c'est vrai que je me sentais quand même très frustrée. En fait, ce qui me plaisait énormément, moi, dans ce que je faisais, c'était de passer la journée à faire des posts pour mes réseaux sociaux, faire mon site, enfin, tout ça, c'était faire les photos, parce que c'est moi qui faisais mes photos, je faisais des Ouais. mises en scène et tout, et c'est vrai que ça, c'était vraiment la partie qui me plaisait. Ce qui amène donc à mon métier actuel. Mais j'étais quand même, voilà, frustrée de mon métier, c'était pas ce que j'imaginais, c'était pas ça. Moi, m'enfermer, faire des cartons toute la journée, pas pour moi. Et un jour, je reçois un mail, j'étais chez ma mère, je reçois un mail sur ma boîte pro, mail en anglais, mais en soi, mon site internet avait un nom anglophone, donc ça m'a pas choqué, qui me passe une énorme commande en me disant, de fin d'année arrive, on doit faire des cadeaux à nos collaborateurs, on est tombé sur votre site, voilà, on vous passe cette commande, on veut tout ça. Ouais, donc là, tu te dis waouh. Mais sur le coup, je commence à paniquer, je vois l'adresse, je dis putain, les États-Unis, j'y faire l'export aux États-Unis, c'est Ouais, ça va te compliqué, coûter. comment je fais et tout, et c'est ce que je lui explique par mail. Je lui renvoie un mail en anglais en lui disant voilà, c'est vrai que c'est compliqué, comment ça se passe, comment on fait, les frais, machin. Et il me dit ah non, mais il faut livrer à Madrid. Il me dit nous, nos clients sont à Madrid. En fait, nous, on est Mhm. juste négociants. On est négociant, c'est une entreprise, alors c'était une entreprise qui existait, hein. Moi je suis allée voir, toutes les entreprises existaient, justement pour éviter les arnaques, je suis allée voir, je vois que l'entreprise existe à Madrid et tout, et il me dit, voilà, c'est eux qui vous payent et c'est eux qui vous livrez. Et je vois la quantité de Mhm. vin, je dis, bon ok, allez, de toute façon je prends aucun risque, je vous fais un devis. Un devis ça coûte Mhm. rien, je fais un devis qui s'élève à, ouais, dans les 10 000 euros. Et ma mère, en plus, elle me dit, mais attends, si tu veux gagner un peu, économiser sur le transport, on va les livrer nous, on loue un camion et pour aller à Madrid, on les livre nous. J'ai dit, ouais, t'as raison, franchement, chaud, on fait ça. Et puis, il me valide le devis. Il me demande, alors, en anglais, j'ai jamais su s'il me demandait mes coordonnées bancaires ou les coordonnées de ma banque. Du coup, j'ai envoyé les deux. Moi, j'ai envoyé mon RIB et les coordonnées de ma banque. Peut-être qu'ils ont envie d'appeler ma banque pour être sûr qu'ils vont pas virer 10 000 euros aussi à quelqu'un Ouais. qui va les arnaquer. Et tu demandais qu'ils te payent avant livraison? Ah oui. Moi, de Ouais. toute façon, je ne commandais rien chez mes fournisseurs tant que j'avais pas de paiement. Parce que j'avais pas possibilité d'avancer ces frais-là. Ouais, carrément. J'avais pas 10 000 euros de trésorerie pour dire oh bah c'est pas grave, vas-y, je vais acheter tout ça et puis après si jamais la vente se fait pas, j'ai tout ça sur les bras, je le Ah oui, stocke où? Je carrément. le mets où? Je crois que j'avais plus mon local à ce moment-là, donc à se calmer. Euh, J'habite dans 23 mètres carrés, donc dans tous les cas, je n'achète rien tant que eux ils ne m'ont pas payé. Ouais. Et c'est là que ça devient long, ça devient très long. Puis arrivent les périodes de Noël, donc j'ai pas spécialement de nouvelles. Je pars chez ma grand-mère, donc à 800 kilomètres de chez moi, et ma banque m'appelle en me disant on vient de recevoir un chèque de banque à votre nom d'un montant de 10 000 et quelques, un montant supérieur au devis. Ok. Mais elle me dit mais de toute façon pour l'instant on peut rien faire, faut que vous signiez le chèque. Je dis ouais non mais moi je suis pendant 2 semaines à 800 kilomètres, je fais comment? Elle me dit ah ben on vous envoie le chèque en truc interbanque là je sais pas quoi, on l'envoie à Châlons en Champagne, vous le signez et il nous le renvoie. Ah, ok, on fait comme ça. Là ça a été une galère totale pour récupérer mon chèque parce que la nana de la banque de Châlons ne me téléphonait pas, elle comprenait pas, elle voulait pas me dire que mon chèque était arrivé. Donc moi j'avais un chèque de 10 000 euros qui se promenait dans la nature pendant 4 jours. Moi je suis quand même un peu comme ça. Enfin 10 000 euros tu craches pas dessus. Non, c'est clair. Et puis petit à petit, c'est vrai que de toute façon avec ma mère on se disait mais ça pue. De toute façon cette histoire elle pue. Et quand ma banquière elle m'appelle, elle avait quand même un doute sur Mm. l'authenticité du chèque. Parce qu'en plus pourquoi ils m'ont pas fait un virement? Moi j'attendais un virement, j'attendais pas de chèque. Ça aurait été un faux chèque de banque?
Que c'est censé être validé par la banque, donc c'est censé être délivré uniquement si tu as les sous. C'était une banque internationale. C'était Ouais, une banque qui existait. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux pour pouvoir confirmer le numéro du chèque avec eux. Enfin, vraiment, j'ai tout fait ouais. Mais pour heureusement être que tu as tout sûre et calibré, quoi. certaine. Ah ouais, ouais, ouais. Le chèque, c'était 15 000, justement. Le OK. devis, c'était 10 000 et le chèque, c'était 15 000. Et donc, déjà, rien que ça, c'était pas possible. Bah oui, Déjà, c'est rien que bizarre. ça, c'était pas normal. Mais en même temps, quand t'as un chèque de 15 000 euros, qu'il soit vrai ou faux, t'as quand même envie de tenter de l'encaisser. On sait Ah jamais. oui, Et tu te dis, et si c'est un vrai? Et là, eux, à partir du moment où j'ai reçu le chèque, ça a été du harcèlement, du harcèlement, du harcèlement, du harcèlement. quand est-ce que Toute t'envoies? la Quand est-ce que journée, t'envoies? envoyez, on va perdre nos clients, et vous, on pourra plus travailler avec vous, et vous avez le chèque, c'est bon. Je dis, non, mais moi, si le chèque, il est pas encaissé, Je et peux ma pas faire banque ma m'a dit, commande. de toute façon, non, mais de toute façon, il y a 15 jours, c'est-à-dire que vous allez Ouais, avoir l'argent sur le compte, mais il se passe encore 15 jours derrière pour vérifier l'authenticité. ouais. Donc, pendant ces 15 jours, vous n'y touchez pas. Donc forcément, c'était très long, hein. Ils voulaient ça pour les fêtes de fin d'année. Là, on avait déjà dépassé Noël. Bah oui. Là, on était entre Noël et le jour de l'an. Ouais, donc même eux, c'est plus cohérent, quoi, leur demande. Et vraiment, eux, c'était... Mais quand je te dis du harcèlement, c'est que si je devais recevoir 10 mails par jour qui me disaient... Mais je les ai eus au téléphone, ces Anglais, là, ces Américains. Je Ouais, les ai appelés. Je ouais, les ai eus au téléphone. On a parlé de... Je leur ai dit, mais pourquoi vous m'avez envoyé un chèque? Pourquoi il y a 5 000 euros en plus? Ah, mais c'est pour... en gros, c'était pour que vous bougiez le cul, tu vois. Désolée l'expression, mais c'était ce qu'ils me disaient. Je dis, ouais. non, mais ça change rien. Qu'un Oui, cinq ça mille change euros rien. de plus, enfin, voilà, je fais rien. Et puis, bah, avec ma banquière, de toute façon, on a dit, bon, bah, on envoie le chèque en encaissement et de toute façon, on verra bien. Et là, j'ai dit, de toute façon, et c'est là que j'ai dit à ma mère, si le chèque, il revient et qu'il est faux, je ferme tout, j'arrête. OK. Parce que c'était soit j'avais ces 15 000 euros, ça me permettait d'avoir un apport et de faire un crédit pour ouvrir une cave physique, donc à Bandol, parce que j'avais OK. un local, j'avais tout en bas de chez moi, soit j'arrêtais tout. Parce que ça servait à rien de continuer. Si ça m'intéresse pas, mon métier ne me Mmh. plaît pas, je vais pas continuer. Et puis bon bah voilà, hein, on connaît bien la suite. Le chèque était complètement faux. Donc quand je leur ai renvoyé un mail pour dire que c'était que des arnaqueurs et que de toute façon heureusement que j'avais rien fait, bah ils m'ont plus jamais répondu. Si, ils m'ont renvoyé un mail en mode comment ça c'est faux? C'est bon, arrêtez tout, stop, on arrête. Ça, je viens de me torturer l'esprit. Ça fait 1 mois que je me torture, Mmh. que j'endors pas la nuit. Ouais, et puis c'est déjà que ton métier te plaisait pas, enfin, dans ce que tu faisais dans tes tâches du quotidien, là, ça peut te C'est ça. faire, être dégoûté aussi C'est de ce que ça, tu faisais, quoi. exactement. Et puis je me suis dit, mais waouh, ils doivent se tenter ça partout, tout le temps. Et je me dis, quelqu'un qui est un peu plus faible et qui a vraiment besoin de ces 15 000 et qui prend le risque, Mmh. bah, il se fait arnaquer de 15 000 euros de vin, quoi. 10 000 euros de vin. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Du coup, je suis très contente de pas l'avoir fait parce que je me serais retrouvée un peu bête à Madrid, en plein centre de Madrid. Bah, au moins, tu te serais pas fait arnaquer de ton vin puisque tu l'aurais pas livré. Mais tu aurais quand même une dette de 10 000 balles de vin, quoi. Mais si, si, mais je pense que si, il y aurait eu des personnes pour le réceptionner. Parce que le but pour eux, c'est de récupérer Oui, c'est vrai, c'est vrai. pour 10 000 euros de vin gratuit et de pouvoir le revendre derrière. Ouais, Sinon, c'est vrai. il n'y a aucun intérêt à l'arnaque s'ils récupèrent pas les bouteilles. Ouais, c'est clair. T'as raison. Et tu leur avais dit que c'était toi qui allais livrer? Je sais plus. Je crois pas. Parce Peut-être. que Je sais plus. ça aurait pu les stopper, tu vois. En mode, si c'est un livreur Ouais. lambda qui vend qui vient récupérer le Je, vin, enfin donner le vin. tu vois, je sais plus. C'était il y a 3 ans. Bon, c'est ce qui a sonné du coup la fin de cette expérience. Je suis allée voir mon comptable. J'ai dit comment je fais. J'ai dit il me reste tout ça de vin. Je fais quoi? Il me dit bah vous pouvez vous le racheter pour 1 euro symbolique. Ah Eh bon? ben, parfait, faisons ça. Ah ben Ah. voilà, je me suis auto-donné 1 euro et j'ai gardé tout mon vin. Et du coup, t'en as encore qui te reste? Un petit peu, ouais. Bon, en 3 ans, il en reste plus beaucoup, mais il me reste encore, ouais, une petite dizaine de bouteilles. Trop bien. Bon, bah au final, ça aura servi pour toi. C'est déjà ça. Et j'ai appris énormément de choses, vraiment. Je suis très contente de pas avoir fait de crédit à la banque. C'est Hmm. toujours de l'argent que je dois à ma mère, mais pas à la banque, donc ça m'arrange. Oui, au moins, il n'y a pas d'intérêt. Voilà.
Non, mais voilà, ça fait quand même une sacrée expérience. Ouais, puis ouais, tu as tenté quelque chose, qui est pas évident, tu as fait preuve de persévérance, de résilience, voilà, tu as appris, je pense, énormément de choses, sur la gestion d'une entreprise aussi, le côté admin, le vin et cetera, donc c'est sûr que c'est une expérience qui est bonne à prendre, et puis ça t'a permis de comprendre que ce que tu préférais finalement là-dedans, c'était le côté plutôt, communication, marketing, vente et Voilà, moins, l'opérationnel de faire le carton et de l'envoyer. Et du coup, voilà. bah, donc tu te retrouves à fermer cette entreprise-là et ensuite qu'est-ce qui se passe? Alors, entre-temps, j'avais commencé un petit peu, parce que du coup, j'avais quand même fait une première formation en marketing digital pour gérer OK, quand même au mieux mon marketing. Et entre-temps, j'avais commencé une formation de community manager qui est vraiment à la base pour moi. ouais, Et puis en même temps, j'ai commencé à travailler un petit peu pour. J'avais un premier client par rapport à ça, euh, plus un peu pour m'entraîner, pour me faire un peu mmh, un cas d'école par rapport à ma formation. OK, Euh, et puis quand j'ai fermé la cave à vin, j'étais toujours en formation. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est bon, banco, parce que de toute façon, cette formation est payée. De toute façon, je veux plus faire un métier parce que je ne veux plus retourner dans le salariat. Je peux plus. Si je travaillais toujours au restaurant encore, parce que j'ai encore travaillé 1 an derrière au resto, donc j'avais quand même toujours mon emploi au resto en extra, mmh, mais je voulais pas ouvrir une entreprise avec des frais. Voilà, ouais, le téléphone je l'ai, internet je l'ai, l'ordinateur je l'ai. Bah, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? J'ai l'appareil photo, j'ai tout. Bah, je peux être community manager. Je suis en train de me former à ça. ouais, Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Rien. J'ai un emploi actuel pour payer mon loyer. Dans tous les cas, j'ai mon chômage et cette formation elle était en train de se faire et elle est payée. et Bah bon, voilà, c'est ainsi. j'ai trouvé ce que j'allais faire. C'est bon. Et puis au pire, bah, si demain, bah, tant que j'ai pas de clients, c'est pas grave, j'ai toujours mon métier. J'ai toujours le resto. Et voilà. Et c'est comme ça que l'aventure CM a commencé. Et à ce moment-là, tu choisis d'aller, vers ce métier-là, mais c'est un métier que tu envisageais à la base plus dans le cadre de ta cave à vin. Mais à ce moment-là, quand tu prends la formation CM, la formation marketing, c'est pas pour en faire un métier à part entière. Juste avant d'attaquer cette formation, j'avais eu une discussion avec mon meilleur ami. Et en fait, je n'avais aucune idée de l'existence de ce métier. Ouais, comment tu l'as Et découvert alors? et ben avec lui, je ne sais plus du tout de quoi on parle. Et c'est là qu'il me dit, parce qu'il m'aidait à faire déjà toutes les vidéos. Il était déjà sur Instagram avant moi Ouais, pour son métier à lui. Et c'est lui qui m'aidait à faire toutes les vidéos. Donc, à l'époque du début du début de TikTok, du début des Reels Insta, où tu claques des doigts, t'as une bouteille qui apparaît dans les mains, au tout début de ces montages-là, en fait. ouais, Donc, je le faisais avec lui. Et je sais plus comment on en vient à dire, où il me dit, mais tu sais que ça peut se faire, la gestion de réseaux sociaux pour d'autres entreprises et tout. Je dis, ah ouais, sérieux? Et j'ai commencé à me renseigner. Et on s'est mis dans la tête de s'associer tous les deux pour faire ça. OK. Et puis bon bah je me suis associée toute seule parce que bah moi j'ai fait la formation et puis moi ça me faisait pas peur de me lancer, ça me faisait pas peur, j'étais déjà à mon compte. Ouais, Donc ça me faisait pas peur de me relancer dans autre chose. Lui, je pense que ça l'a fait un petit peu plus flipper, il n'avait pas forcément les moyens pour se former à ce moment-là. Et puis bah donc je me suis lancée solo. ouais, tu pas peur, hein, en tout cas ni de te former, ni de te lancer, quelque chose qui t'appelle? Comment tu arrives à qualifier ce fait-là? Est-ce que c'est quelque chose de ta personnalité que tu as toujours eu? C'est quelque chose que tu as travaillé? Il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit, «Voilà, j'ai plus peur et j'avance» ou ça a toujours été là? J'ai un TDAH, donc Ouais, ce qui fait que j'ai toujours besoin d'être stimulée. OK. Si tu peux Je nous ne expliquer juste, qu'est-ce que c'est que le TDAH? trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi, c'est avec hyperactivité. OK, Donc j'ai besoin d'être stimulée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas faire. D'où cette histoire de carton que je pouvais pas continuer à faire tous les jours. Il me faut qu'il y ait un intérêt, faut qu'il y ait un challenge, faut que ça change. Ça peut pas être tous les jours la même chose parce que c'est pas possible. Sinon je ouais, m'ennuie. Et si mon cerveau s'ennuie, eh ben mon cerveau il fait tout sauf ce que j'ai à faire.
Donc voilà, c'est vrai que gérer des différents projets, travailler pour plusieurs entreprises, pour avoir, voilà, c'est vrai que faire des formations, apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose qui me stimule vraiment. Donc ça, je peux Mmh. rester focus dessus sans problème. OK. Et ça, tu l'as découvert quand, que tu avais ce TDAH? Il y a 3 mois. Donc finalement, quand tu faisais toutes ces activités, que ça changeait, que ça bougeait régulièrement, tu étais pas encore, au courant? Ah pas du tout, j'ai été diagnostiquée là, au mois d'août. OK, ouais, donc c'est très récent et qu'est-ce que ça a changé du coup, ce diagnostic? Bon, on divague un peu, mais ça fait partie aussi de, bah, certainement des choix et des décisions que tu vas prendre dans ton activité. Oui, complètement. Bah, je suis un peu plus en roue libre. Non, plus sérieusement, bah, je sais que je suis comme ça maintenant. Je sais que s'il y a quelque chose pour lequel aujourd'hui j'arrive pas à me concentrer dessus, bah tant pis, j'arrête de me mettre la pression en fait. Ouais. Je me mets pas la pression, de toute façon je sais que je suis capable de faire mon travail, je sais que je suis capable de respecter mes deadlines. Le fait de déjà me connaître moi-même depuis 30 ans, ça change aussi ma perception Mmh. de ce trouble, mais ça m'empêche pas de bosser, ça m'empêche pas de vivre ma vie au quotidien, mais il y a beaucoup de choses que je comprends Ouais. mieux. Bah, le côté, je vais être transparente, hein, je suis incapable de gérer le côté financier. J'ai toujours essayé, ça fait 20 ans que j'essaye de gérer, je ne peux pas. On peut me dire tout, on peut m'apprendre, on peut faire. Ça C'est passe pas. tellement, c'est abstrait. Ouais. Pour moi, c'est tellement abstrait que c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui gère à ma place. Du coup, tu as délégué cette partie-là? Pas encore, mais ça viendra. C'est sûr que ça viendra. Ouais. Pour l'instant, ça va. On va dire, je génère pas assez de chiffre d'affaires pour dire de faire vraiment n'importe quoi. Mais je sais que bientôt, ça viendra où j'ai ma maman qui a de très bonnes notions en comptabilité et qui va avoir l'accès à mon compte en banque. Moi, je l'aurai plus. Enfin, sur le pro. Ouais. Et voilà, elle me dira, Qu'elle tape ça gère. pour le mois et débrouille-toi. Avec ça, tu te débrouilles. Mais voilà, c'est OK. vrai, il y a certains aspects comme ça qui sont un peu compliqués. Mais bon, je suis toujours là, je travaille Ouais, puis au toujours. moins tu le sais. C'est surtout ça Ouais. aussi, je pense, de savoir comment on est et de d'arrêter peut-être aussi de se culpabiliser en disant: «Punaise, mais pourquoi moi j'arrive pas à faire ça?» et que tout le monde y arrive. Là, bon, bah, tu sais que, c'est lié à, potentiellement un trouble, c'est lié à une partie de ta personnalité qui est comme ça et tu peux, avancer en conséquence. Au lieu de te culpabiliser et du coup de ne pas avancer, parce que tu es bloqué par un truc que tu arrives pas à faire. Donc comme tu dis, si à un moment donné tu es plus concentré, bah, c'est mieux de dire, «J'arrête pour le moment et je reprends demain parce que je sais que de toute façon j'arriverai à rien parce que c'est comme ça que je fonctionne». C'est exactement ça. Donc ouais, donc je pense que ça peut être assez libérateur en tout cas pour certaines personnes qui sont bloquées dans un système où elles essayent de c'est ma meilleure amie qui m'a dit ça hier, de faire rentrer un rond dans un carré. Bon, ça marche avec n'importe quelle forme géométrique, mais c'est vraiment ce truc-là de se dire: Ouais, «Voilà, je veux rentrer dans la norme, où on dit qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça, où la plupart des gens sont comme ci ou comme ça, mais moi j'arrive pas à rentrer dans cette norme et donc non, je me lâche la grappe et je sais comment je fonctionne, j'apprends à connaître mes fonctionnements» et ça c'est hyper important, dans tout projet de transition. Bon là, on parle d'un trouble spécifique, mais ça marche aussi dans, se connaître soi-même et à savoir ce qui nous fait du bien, quels sont nos besoins, de quoi on a envie aussi pour, faire ses choix, professionnels et pour se lâcher la grappe aussi, lâcher prise quand on sait que, bah, nous, ça marche pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées au cycle menstruel chez les femmes. Je sais ouais, que, parfois il y a des périodes où, c'est plus pour, du travail, de concentration, des fois c'est plus, être en lien avec les autres. Des fois, c'est pas parler du tout avec des personnes. Donc, c'est savoir s'écouter en fait et savoir, et adapter du mieux possible parce que là, on parle d'entrepreneuriat où on a une certaine flexibilité. Mais dans le salariat, parfois, il y a des choses qu'on peut pas déroger. Mais en tout cas, essayer de faire valoir un peu plus ses besoins. Je pense que, c'est important et du coup de les connaître et de connaître son fonctionnement, ça reste, quelque chose d'hyper important et que visiblement tu peux, témoigner. bien Et du sûr. coup, qu'est-ce que ça change pour toi? Ouais, Je vas-y. voudrais juste faire une toute Oui. petite aparté, c'est que quand des fois je parle un peu de mes symptômes du TDAH, tout le monde, 90% des gens autour de moi me disent: «Oh là là, mais moi aussi j'ai ça, donc je dois être, moi aussi je suis TDAH». Non, ça ne touche que 5% des gens. C'est un ensemble de symptômes. Là, j'en ai évoqué 2, mais ma vie Mmh. quotidienne est beaucoup plus compliquée que ça. Là, je ne parle que de l'aspect professionnel et pas de l'aspect personnel, mais ne vous prenez pas la tête à vous dire: «Oh là là, j'ai quelque chose, j'ai un trouble moi aussi».
Non, ça ne touche que 5% des gens. Ne paniquez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de gérer votre argent que vous êtes TDAH. Voilà. Je voudrais juste Et c'est faire, marrant que que tout le tu monde dises fasse ça parce attention à ça. que cette semaine, je crois que tu avais mis une story où il y avait 2-3 phrases qui étaient autour du TDAH. Et moi, je t'ai répondu en disant: «Oh punaise, mais moi aussi, j'ai ces phrases-là qui me traversent». Donc il y a vraiment ce truc-là où on peut s'identifier à une partie, mais pour Oui, autant ne pas l'être. Après, moi, je sais que j'ai une intelligence émotionnelle développée ou qu'on appelle aussi hypersensibilité, et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'apparenter aussi à d'autres oui, troubles. Mais oui, voilà, le petit disclaimer, attention, faites-vous diagnostiquer si vous avez l'impression d'avoir voilà, quelque chose c'est heu, ça. qui, heu, qui peut vous freiner. Parce que moi, c'est pareil, mon hypersensibilité, elle m'a beaucoup freinée dans ma vie jusqu'à ce que je sois diagnostiquée, jusqu'à ce que je comprenne l'étendue de ce que ça pouvait être et de ce que ça pouvait offrir aussi. Parce que tant qu'on comprend pas ce que c'est, on peut le vivre comme un frein. Tu me diras si toi aussi ça a été un peu le cas. Et moi, à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, bah, finalement, je l'ai vécu comme une grande force et ça m'apporte énormément de choses dans mon métier, mais aussi dans ma vie personnelle. Ça m'a ouvert à des choses vraiment différentes que je voyais comme quelque chose de hyper négatif avant et qui maintenant est quelque chose qui m'aide en fait dans mon quotidien. Donc est-ce que toi aussi ça t'a apporté des choses, que ce soit pro ou perso, après tu pas obligé de rentrer dans le détail, mais de savoir en fait et de comprendre? Et ben moi, ça a été c'est en fait ça a éclairci 15 ans de scolarité. Parce que j'ai eu une scolarité très difficile, donc j'étais pas une mauvaise élève, mais en primaire, j'étais très lente. J'étais la seule de ma classe et en plus, comme j'étais pas diagnostiquée et que il y a, il y a 25 ans, c'était pas encore très reconnu. Donc même les profs à Mmh. l'école, Ils ils étaient pas hésitaient formés pas, quoi. ils étaient pas formés et surtout ils hésitaient pas à m'afficher devant toute la classe en mode Ouais. oh bah alors t'es la seule qui a pas fini de copier ta leçon, t'es la seule qui a pas fini son exercice. Oui, ça n'aide absolument pas. Ben, non mais pas du tout. Mais en fait désolé mais moi pendant qu'on est en train de copier une leçon, bah si tu veux mon cerveau il est ailleurs. C'est que Ouais. physiquement je suis là, je suis assise sur ma chaise, mais alors mon cerveau il est à des années-lumière de ce qu'on fait. Ouais, du coup forcément ça prend du temps. Voilà, par exemple, au niveau des maths, j'ai une logique qui est, pour certaines personnes, c'est complètement illogique. Je réfléchis à l'envers. J'arrive au bon résultat, Mmh. généralement. Mais comme c'est pas de façon conventionnelle, j'ai toujours considéré que j'étais une buse en maths Ouais. et que les maths c'était pas fait pour moi. Donc de toute façon, j'ai lâché les maths très tôt. Et les cours de maths, pour moi, j'essayais même pas d'écouter, parce que de toute façon, pour les profs, j'étais nulle parce que je réfléchissais pas comme eux. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que si tu arrives au bon résultat, pourquoi Ah pas, oui, hein? mais c'était trop long. Ouais, C'était trop long parce que moi, pour arriver au bon résultat, il me faut 15 minutes, alors que pour les autres, il en faut 5. ouais. Donc, bah forcément, on n'a pas le temps de s'attarder sur moi, en fait. Mmh. Quand j'ai été diagnostiquée, c'est vrai que ça a éclairci, en fait, toutes Ouais. ces années où je comprenais pas. Puis c'est vrai que j'ai eu une scolarité, bon bah, je suis allée jusqu'au lycée, j'ai fait une seconde générale qui s'est très mal passée. Je suis partie en pro. Moi, c'est encore la génération où tu vas en bac pro, c'est que t'es pas super bon élève, tu vois. Mmh. C'est un peu les cancres qui allaient en bac pro, alors que pas du tout. Je pense qu'on devrait plus valoriser les bacs pro parce Oui, que on sort d'études générales, mais on sait pas, on connaît pas le monde du travail, quoi. Alors que le bac ben pro, c'est on ça, on a déjà un pied dedans et finalement, bah, la vie, c'est tourné autour du travail encore beaucoup, même si, on équilibre un peu ça, mais on travaille quand même c'est beaucoup ça. de temps, donc C'est vrai que quand j'ai fini ma seconde générale, dernière de la classe, que ça m'était jamais arrivé, et que avec ma mère, on s'est dit que j'allais m'orienter vers un bac pro. Au début, je l'ai vu un peu comme un échec, en mode mmh. je suis la seule de ma famille qui va en bac pro, comme si pas, je suis une merde mais presque quoi. Mmh. C'était, de toute façon, je suis nulle, je pars en bac pro, alors qu'en fait, bah, j'ai eu un bac avec mention. Et aujourd'hui, personne ne me demande si j'ai un bac pro, si j'ai un bac général, si j'ai un bac S, si j'ai fait maths sup. Tout le monde s'en fout en fait du bac que j'ai passé. Donc, je sais pas s'il y a des étudiants qui Ouais. vont écouter ou regarder cette vidéo, mais ne pas se prendre la tête avec quel bac je vais passer 10 ans ou 15 ans après. Tout le monde s'en fiche. Surtout essayer de choisir quelque chose qui correspond, Voilà. vraiment, et si on ne sait pas ce qui nous correspond, bah, ne pas hésiter à se faire accompagner. Je sais que c'est hyper compliqué quand on est lycéen de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, de sa vie. En plus, les métiers évoluent hyper vite, donc ne pas hésiter. Moi, j'avais vu une coach,
professionnelle. Alors c'était pas au lycée parce que j'avais la chance de savoir précisément ce que je voulais faire au lycée, mais après je savais pas par quel biais, Ouais. y aller et j'avais vu une coach qui m'avait aidée à un peu, définir, mes besoins, mes envies, les études que je pouvais faire, d'aller creuser ce sujet-là pour essayer de ne pas me tromper. Après c'est pas grave de se tromper et c'est surtout important de savoir identifier qu'on s'est trompé et changer de voie, pour Bien pas, sûr. enfin pour changer, et pas, subir une voie, qui nous convient pas. Mais ouais, surtout, choisir les études qui nous convient à l'instant où on les choisit, quoi. J'ai fait 2 BTS avant de passer celui que j'ai passé. J'ai testé 2 BTS, je suis allée à la fac. Moi, mes études supérieures, ça a été aussi un gros bazar parce que je savais pas où aller, je savais pas ce que je voulais faire. C'était très abstrait aussi pour moi de devoir rentrer dans une ligne de Ouais. conduite. Donc ça, c'est pareil. Et je pense que euh, toi, les personnes comme toi sont là pour ça, pour essayer d'aiguiller les gens sans leur dire c'est ça que tu vas faire toute ta vie, mais juste déjà de les aiguiller dans quelque chose qui leur plaît, qui leur correspond et qui va peut-être leur permettre de s'épanouir un peu plus que quand tu fais quelque chose que t'aimes pas. Ah ça, c'est certain. Et puis ce côté de tester et rebondir que toi tu as, dans ta personnalité, que tu as fait dans ton parcours aussi, de te dire: «OK, bah là j'aime plus, mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois dans ton expérience, tu as un pied dans un truc, puis un pied dans un autre et puis tu te rends compte que du coup ça te permet de découvrir des choses et qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît dans cette nouveauté, donc tu vas, aller vers ça». Enfin tu vois, tu as toujours un fil conducteur qui lie tout ça. Il y a pas de rupture, je trouve, dans ton parcours, même si tu fais plein de choses différentes, il y a C'est toujours un vrai. fil qui lie tout ça et qui t'emmène, du coup, là où tu es aujourd'hui, dans le marketing, et le community management. Hem, on va faire un petit retour arrière, qu'est-ce que tu as pu utiliser peut-être de ton premier métier, donc autour de l'équitation, que tu utilises aujourd'hui dans ce métier? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu transférer? Ça peut être aussi des compétences, relationnelles, hein, ça peut être, pas forcément des compétences techniques parce que j'imagine qu'entre le marketing et l'équitation, il y a peut-être un monde. Mais est-ce que Un toi, petit? aujourd'hui, utilises des choses que tu as développées pendant cette première carrière-là? C'est une excellente question. Bah, je pense déjà la pédagogie. Parce Ouais, que j'ai quand même complètement. enseigné l'équitation à des enfants de entre 3 et 15 ans. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et quand je vois aujourd'hui le niveau qu'ils ont à cheval, je me dis que j'ai pas été mauvaise dans leurs premières années. Qu'aujourd'hui, même si je travaille plus avec des enfants, j'ai quand même ce côté un peu formateur où j'essaye d'expliquer aux gens ce que je fais Mmh. et ce à quoi ça va les amener. Et en même temps, j'ai aussi cette partie de formation aux réseaux sociaux où alors, je suis pas formatrice, hein, j'ai pas de certification de formatrice, mais je transmets un peu ce que je Mmh. sais aux personnes qui en ont besoin. Et voilà, je pense que c'est la pédagogie et la transmission que j'utilise certainement le plus aujourd'hui. Trop bien. Mais comme quoi, sur 2 métiers extrêmement différents, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des compétences qui sont, ce qu'on appelle transférables, et que même, si on change complètement de carrière, on peut transposer des choses de notre ancienne carrière Ah, bien sûr. à notre nouveau métier. Et pour parler un peu de ce nouveau métier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Mon métier, alors j'ai deux casquettes. En gros, je fais de l'accompagnement marketing et communication pour les entreprises. Première casquette, je suis consultante marketing, donc vraiment, j'accompagne les entreprises sur un aspect purement stratégique. Et la deuxième casquette, c'est community manager. Donc là, je prends en charge leur communication digitale, principalement la gestion des réseaux sociaux. Mais la communication digitale ne s'arrête pas à ça. Donc voilà, ça c'est les deux choses que je peux proposer. Et ce que j'aime le plus, c'est dans la partie consultante marketing, quand je dois faire un audit marketing, il y a l'expérience client qui rentre en compte. Et j'aime bien quand je travaille avec des restaurants, par exemple, puisque ma cible à la base, c'est quand même les restaurateurs, les professionnels du tourisme et du monde viticole, parce que du coup, je garde quand même un petit peu aussi ce
ce Mmh. noyau-là. Quand je fais un audit d'expérience client, donc bah, je vais manger au resto et tout, et j'ai un peu l'impression d'être Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, Test. qui vient manger, qui fait ses petits tests et qui regarde en fait dans les moindres détails tout ce qui va et ce qui va pas, parce que l'expérience client, bah, ça s'arrête pas à juste ce qu'il y a dans l'assiette, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on voit, le moindre cadre accroché au Mmh. mur, la luminosité, l'attitude des serveurs. Voilà, dans un restaurant, ça va très très loin. Et donc voilà, moi ce que j'aime le plus, c'est ça parce C'est que un peu le côté voilà, client mystère? un peu le côté client mystère. Alors oui, pour les structures un peu plus grosses ou quand les patrons, quand il y a beaucoup d'employés qui m'ont pas vu en rendez-vous, j'ai ce côté client mystère, donc c'est encore plus rigolo. Bon, je suis pas la cliente méchante non plus, hein. J'ai travaillé 5 ou 6 ans en restauration, donc Mmh. jamais je me permettrais d'être méchante Ouais, mais avec un t'as un serveur. œil du coup, averti sur, sur tout J'ai ce qui se un œil passe, quoi. averti. Et puis, du coup, pas le côté cliente mystère pour les petites structures qui me connaissent, puisque c'est eux qui ont fait appel à moi. C'est quand même sympa. Ils se sentent toujours un poil gênés quand je suis là, mais toujours dans la détente et la bonne humeur. Et ça, c'est cool. Trop bien. Super. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. J'ai une question un peu plus générale sur ton domaine d'activité. Toi, comment tu vois, l'avenir dans ce domaine-là? Donc à la fois du marketing, mais aussi du community management, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se lancent dans le community management et il peut y avoir plein de domaines, de secteurs et de façons de faire ce métier, différentes. Mais toi, comment tu vois l'avenir de ce domaine-là? C'est compliqué parce que c'est un métier qui ne demande pas de diplôme particulier. Dans le sens où demain, n'importe quelle personne qui a un téléphone avec Internet peut se dire community manager. Donc c'est très compliqué parce que bah, il y a des personnes qui vont proposer des prestations très 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 peu chères, alors que nous, les community managers qui sommes formés, qui vivons vraiment de ça, bah on a des prestations plus chères et c'est vrai que c'est difficile. Enfin c'est difficile, oui et non. Mais pour le client, Mmh. d'aller lui expliquer la différence entre une prestation à 50 euros et une prestation à 800 euros. Il y a Mmh. un monde entre les deux et voilà, c'est essayer de faire comprendre quelle est la différence. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux payer 800 que 50 euros alors que c'est pas logique dans leur tête. Voilà. Je vois la différence par rapport à il y a un an, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de demandes. Il y a OK. un an, quand je me présentais en tant que community manager, les réponses que j'avais, c'était je le fais moi-même, j'ai pas la trésorerie pour ça, j'ai pas de budget, je m'en occupe tout seul, il y a pas de Mmh. souci. Un an après, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner avec une vingtaine d'entrepreneurs. Quand je me présente mon activité, c'est ah oui, c'est vrai que j'ai pas le temps. Si je veux que mes réseaux sociaux soient professionnels, c'est vrai que j'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut vraiment commencer à investir là-dessus et tout. Déjà, Ouais, il y a un ils voient discours l'intérêt. extrêmement différent. Ouais. Donc je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant de ce côté-là. Ouais, donc tu penses que les entreprises vont conscientiser, que c'est un vrai levier pour elles, pour leur vente, pour, la notoriété de leur marque et que potentiellement ça va ouvrir à déjà où tu as moins besoin d'expliquer l'intérêt de ton métier et Oui, où il y aura une demande qui va venir et qui va être croissante. Donc c'est plutôt positif, mais c'est ça. attention, formez-vous peut-être si vous avez envie de faire ce métier pour gagner en compétences, en légitimité et aussi, bah, pour la cause du métier de community management, Bah, et c'est ça. maintenir la qualité de ce métier-là. Bah, la qualité surtout, parce que bah, qualité versus quantité, hein, on le Mmh. sait, quelqu'un qui veut vivre de son activité, qui fait des prestats à 50 euros par mois, il va être obligé de faire énormément, énormément, énormément de clients pour se sortir un minimum de salaire. Mmh. Et quand tu as 20 clients, tu t'en occupes pas de la même façon que quand on a 5. Donc il vaut mieux préférer 5 clients avec un prix un peu plus élevé et pouvoir vraiment prendre le temps et s'en occuper correctement et pouvoir chouchouter un petit peu leur com, quoi. Ouais, 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 Voilà, puis du coup que ça ait des résultats pour eux parce que le but c'est aussi, derrière bien que ça sûr. puisse, les aider. J'ai une petite dernière question sur ton métier. Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qu'est-ce qui est peut-être le plus challengeant pour toi? Alors, on a compris que tu le faisais en indépendante, donc il peut y avoir des choses qui sont liées plutôt à l'entrepreneuriat, en tant que tel, qui peuvent être plus pénibles. Mais est-ce qu'il y a des choses liées à ton métier, qui te plaisent moins?
Ce qui me plaît le moins peut-être, c'est quand parfois les clients sont très peu collaboratifs. Moi, je fais tout mon maximum pour aller le plus loin possible dans leur communication, mais si on ne me fournit pas d'informations, si je n'ai rien qui vient de leur côté, Mmh. il y a des choses au bout d'un moment où je peux pas les inventer, et quand je peux pas aller plus loin, moi ça me frustre parce que du coup j'ai l'impression de moins bien faire mon métier, alors qu'en fait c'est pas de ma faute, c'est que quand j'ai plus rien, quand je suis arrivée au bout, Plus je suis arrivée matière, au ouais. bout. Voilà. C'est bien aujourd'hui, on a énormément de support pour permettre de vraiment pouvoir communiquer pour quelqu'un, mais il y a des choses que je peux pas inventer. Le storytelling, je peux pas l'inventer. La création de contenu, quand je vais faire des shootings photos et shootings vidéo, bah, je peux pas les inventer non plus, hein. Faut qu'on me donne des dates, faut qu'on me donne des endroits, faut Mmh. que, voilà. Et c'est vrai que ce qui peut être compliqué, la partie que j'aime le moins, c'est ça. C'est quand les gens collaborent pas forcément à 100%. Le community management, pour toi, c'est une vraie collaboration. C'est pas Ah juste ouais. tu me délègues ta com et tu plus rien à Ouais. faire, hein. Il y a vraiment un partenariat où il faut que l'entreprise, elle te donne aussi de l'information, elle te donne du contenu ou qu'elle te donne des plages horaires pour aller créer du contenu. Et Enfin, c'est bien vraiment sûr. c'est là aussi. Même j'ai beau connaître le milieu du vin, j'ai beau connaître le secteur de la restauration, je veux dire quand je dois faire un post par rapport à un plat, bah je peux pas inventer. J'ai besoin que la personne qui a créé ce plat m'en parle, j'ai besoin qu'elle me dise tout ce qui va, pourquoi, d'où ça vient, pourquoi. Voilà, même les vignerons, bah, parlez-moi de votre vin, comment vous l'avez créé, comment vous le travaillez. Ouais, c'est bien. Moi, je peux faire un post toute seule en disant, il y a tel cépage, il y a ça, ça, ça. C'est très bien, on le trouve sur Internet. Mais moi, j'ai besoin que vous me parliez vraiment de vous. C'est ça, parce que moi, j'aime beaucoup le storytelling. Qu'est-ce que c'est le storytelling? Raconter un petit peu des histoires, de raconter tout ce qui se passe autour, c'est de pas faire Mmh. de la communication pure et dure en disant bon bah voilà, j'ai une bouteille de vin à vendre. Ouais. Non, c'est d'aller raconter l'histoire de cette bouteille de vin parce il y en a une, il y en a une, c'est obligatoire. Derrière Ouais. n'importe quel produit, n'importe quelle offre, il y a forcément une histoire. Derrière une entreprise, il y a une histoire. Derrière une personne, il y a une histoire. Et c'est ça qu'il faut raconter. Ça permet aux clients de s'identifier aussi et de pas acheter juste une bouteille de vin, mais d'acheter la bouteille de vin de monsieur Dupont qui tient ça de son père, qui a fait Voilà. ça, depuis, c'est la même technique depuis X générations. Enfin, ouais, on n'achète pas la Ouais, même chose. c'est ça, exactement. Trop bien, bah, merci, on a appris plein de termes en tout cas, sur cet épisode. Petite, question pour toi, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui, auraient envie de changer de carrière, de faire un grand écart entre ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils aimeraient faire? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour réussir ou pour oser se lancer? De passer par toi, déjà, pour Oui, c'est gentil. bah, parce que moi, même si c'était pas pour me réorienter, ça m'a permis de vraiment réaxer mon entreprise et réaxer ma communication et ma cible grâce à toi. Et je pense que si on veut se réorienter et qu'on sait pas trop, qu'on a peur, je pense qu'une personne comme toi peut vraiment permettre de d'être sûr, de s'assurer, de se convaincre soi-même déjà, de se dire ok, oui, c'est le bon choix que je fais. Et surtout, voilà, bien s'entourer, de s'entourer des Mmh. bonnes personnes et des personnes qui nous tirent vers le haut et pas vers le bas. Ouais, donc bien se faire accompagner. Alors moi, ce sera avec grand plaisir si vous avez besoin, mais dans tous les cas, bien se faire accompagner par bah, les personnes qui vont pouvoir répondre à nos besoins à l'heure actuelle, donc réussir à les identifier. Et évidemment, si on n'arrive pas à les identifier, moi, je serais ravie de vous aider à les identifier si besoin. Et c'est vrai qu'avec Camille, on avait travaillé ensemble sur ce sujet-là, mais tu as déjà réussi à faire pas mal de choses par toi-même dans toutes tes transitions professionnelles. Je pense que tu as une bonne capacité à rebondir, hein, on en a déjà parlé, mais en tout cas, voilà, donc ne pas hésiter, à s'entourer et se faire accompagner, pas rester seul. Exactement, exactement. Et surtout de pas avoir peur en fait. Ouais. Je sais, c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis célibataire et j'ai pas d'enfants, donc forcément, moi j'ai pas peur de me dire demain je change de métier et advienne que pourra. Mais j'ai quand même 4 chiens, 2 chevaux et plein d'animaux aussi à gérer, donc je peux pas me permettre Mmh. de pas leur acheter à manger non plus et de pas avoir de toit sur la tête.
mais ne pas avoir peur parce que on a la chance quand même en France de pouvoir bénéficier du chômage. Donc, on n'est jamais sans rien. Il y a toujours des solutions Il y a toujours aussi. des solutions quand on fait ce qui nous plaît. Déjà ça a pas de prix. Mhm. Et puis si ça marche pas, du travail, croyez-moi, il y en a vraiment. Quand on veut, on peut. Il y a des solutions transitoires qu'on peut mettre en place. Enfin, il y a plein de possibilités pour pouvoir aller vers son objectif d'épanouissement avec potentiellement une zone d'inconfort à passer, Il y mais en pour a aller vers quelque une. chose de mieux. Ça, c'est certain. Ah oui, c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails, hein, mais avant tout ça, j'ai fait de l'intérim, je travaillais la nuit à Auchan, j'ai fait plein de choses, et c'était pas confortable. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation par- presque parfaite. Ouais, ça te permet d'être là où tu es aujourd'hui et de surtout savoir que si un jour tu as besoin d'argent et que c'est vraiment qu'une question alimentaire, de j'ai besoin d'argent pour vivre, tu es capable d'être dans une situation d'inconfort pendant un moment qui te permet de créer ta vie de rêve à côté. Bien Donc, sûr, c'est aussi de se dire ça, on n'a pas qu'une carrière, on n'a pas qu'une vie professionnelle, on peut changer, il y a pas d'âge pour changer. Enfin, c'est vraiment hyper important de se dire, voilà, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire et qu'il y a toujours des solutions qui sont pas forcément tout le temps les plus confortables, mais qui peuvent permettre d'aller vers ce qui est le plus épanouissant pour nous. tu as dit tout ce qu'il fallait. C'est ton métier, non? Oh, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour 2025? Donc on enregistre cet épisode fin 2024. Donc c'est quoi tes projets pour l'année prochaine? Eh ben, j'ai pas de projet pour 2025, enfin pas de projet spécifique. Le projet, c'est de continuer, d'aller toujours plus loin et de pas baisser les bras et que même si en 2025 il y a des moments difficiles, ça sera juste des moments, ça sera pas éternel et que juste voilà, de continuer sur ma lancée tout simplement. Trop bien. Eh ben écoute, on va te suivre pour voir jusqu'où tu vas, mais moi j'ai pas de doute sur ta lancée. Je te vois comme une fusée qui continue de monter continuellement dans le ciel. Donc, je mettrai tes réseaux dans la description. Et puis, comme ça, si vous voulez aller suivre Camille, si vous avez besoin de conseils marketing, si vous avez besoin d'une community manager, Camille pourra répondre à vos questions et potentiellement travailler avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Son compte Instagram est hyper joyeux et plein de jaune. Moi, j'adore le jaune. Donc ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup, Camille, pour ton temps. Merci à toi pour cette invitation, c'était génial, j'ai adoré. Ah, Merci. trop bien. Bah, écoute, avec plaisir et merci encore. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!